Il va. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là et de nous trouver ou de nous retrouver pour cette dernière session de cette deuxième journée de l'université d'été. Et on est en compagnie de Maxence et de Julien de l'Eco School de Vancouver, l'Eco School Cousteau de Vancouver, pour une session qui va s'appeler Dérèglement climatique, à nous de former les éco-citoyens de demain. Session qui remplace une session qui avait été prévue puis annulée. Donc, merci beaucoup Julien et Maxence d'avoir répondu présent comme ça au dernier moment. Merci beaucoup et on vous écoute avec grande attention. Et donc, moi, je m'appelle Maxence et je suis directeur adjoint à l'école Cousteau à Vancouver. Et je suis avec Julien, qui est professeur de SVT et puis qui est surtout coordinateur de tout notre projet EcoSchool. Notre formation, ce sera peut-être pas parfait, là, comme on aime, mais on prend un peu le pied levé sur nos collègues de Berkeley. Donc, on va essayer de proposer quelque chose. Et puis, je pense que c'est surtout les questions qui vont venir à la fin qui vont pouvoir être riches. Et puis, je reconnais des noms là, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui savent un petit peu ce que nous on fait à Cousteau, donc on va vous représenter ça encore une fois. Euh, mais il n'empêche que nos échanges seront d'autant plus riches à la fin. Des règlements climatiques, à nous de former les éco-citoyens de demain. On va essayer de vous présenter un petit peu comment ça s'organise chez nous, comment on fait et quel type d'action on met en place. Euh, on est donc à Vancouver en termes de contexte, pour faire très rapidement. Quand on est à Vancouver, on est en même temps à la montagne, en même temps à la mer. Et puis, nous, on a une école de 15 classes jusqu'à 2 ans, toute petite section jusqu'à la classe de 3e. Ça représente à peu près 220-240 élèves là maintenant. On a réécrit notre projet d'école pour l'année 2022 jusqu'à 2025. Et l'axe de l'éco-citoyenneté, c'est vraiment un des 4 axes de notre projet d'école. Donc, on a un axe dédié à ça et la citoyenneté s'insère dans l'éco-citoyenneté et pas l'inverse. C'est-à-dire que pour nous, on considère qu'être citoyen, nos actions citoyennes sont conditionnées à être un éco-citoyen et pas l'inverse. Donc, tout ce qui va être le parcours citoyen, s'éduquer sur les Premières Nations, les valeurs de l'école, le parcours santé, ça s'intègre dans notre éco-citoyenneté. Et puis après, dans l'éco-école, on décline ça en plusieurs axes, à savoir tout ce qui est la solidarité entre les élèves, l'environnement local, les enseignants, tout ce qui est comprendre, maîtriser les enjeux du développement durable, et puis tout ce qui est lié à la responsabilité et le service de la communauté. Et pour ça, on élit des délégués tous les ans, et ça, c'est propre à EcoSchool. Je sais que l'intervention, elle devait porter sur ça, et c'est un des lancements, c'est-à-dire qu'on doit élire des éco-délégués. Nous, on a choisi d'avoir un enseignant coordinateur qui gère de A à Z l'éco-école, qui est donc Julien, qui va pouvoir vous présenter tout ça un petit peu plus tard. Et lui va gérer les éco-comités, les éco-délégués, l'éco-club. Et puis, en parallèle à ça, on a aussi des délégués qu'on va appeler traditionnels qui ont d'autres missions que celle de proposer des actions en faveur de l'éco-citoyenneté et le développement durable. Ici, Julien, est-ce que tu veux présenter un petit peu tout ça? Oui, est-ce que tu veux mettre la slide 6 peut-être? Celle-ci? Ah, Celle-ci. je vois pas en fait. Celle-ci, slide 6. Mon écran est bloqué en fait sur Non, alors, en la fait, une. je pense, pardon Julien, je pense que du coup, tu as dû faire un partage sur un autre écran. Parce que là, on voit juste pour l'instant le slideshow Oh, qui n'est pas lancé. ok, alors c'est de ma faute. Et peut-être que je peux vous faire une avance rapide, quelque chose de formidable. On va essayer de faire quelque chose. Parce que là, Oui, est-ce que ça change? Ouais, oui, voilà. là, c'est bon. Ok, très bien. Bon, bah, excusez-moi, donc je ne vais pas vous le refaire là, mais ça ressemblait à ça. Le contexte de l'école, l'organisation du projet de l'école, d'éco-citoyenneté. Et puis là, on arrive à ce que je voulais que tu fasses, Julien, nous parler un petit peu des différentes structures au niveau de l'école. Tout à fait. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Maxime. Donc comme Maxence l'a dit, je suis enseignant de sciences et technologies à Cousteau. À vrai dire, je suis rentré en Suisse chez moi et donc je vais être enseignant de sciences dans une école publique qui va devenir EcoSchool, d'ailleurs la première du canton. Donc ça va être toute une nouvelle affaire ici.
Quoi qu'il en soit, donc une éco-école, c'est une école qui axe ses différents projets et éducation sur les questions d'éco-citoyenneté, d'accord, en faisant des actions tout au long de l'année. Donc, on a établi une éco-équipe, c'est-à-dire qu'on a des enseignants ou simplement des adultes de l'école qui se réunissent et qui discutent de différentes manières de gérer tout ça, en fait. On est épaulé aussi par les parents, par certains parents qui nous aident beaucoup et qui font partie de ces réunions, ou qui feront de plus en plus partie suite au Covid. Bien sûr, c'était un peu compliqué jusqu'à maintenant. Et puis, on élit du CE1 jusqu'à la troisième, on élit des éco-délégués. Donc, on a un éco-délégué par année qui fait partie d'un éco-comité, en fait. Donc, là, les adultes et les élèves se retrouvent une fois par mois lors de cet éco-comité. Et là, on discute de nos projets en cours, nos projets futurs, de plein de choses. Et puis, ce qui est important à savoir, c'est qu'on écoute beaucoup en fait, nos élèves et qu'on prend vraiment en considération en fait, ce qu'ils nous disent et ce qu'ils veulent. Et puis, et on essaie de mettre ça en place avec eux. Et je pense que c'est très important et c'est une certaine force qu'on a à Cousteau. C'est aussi relativement facile à réaliser puisqu'on est une petite école qui a une classe par année, en fait. Donc, on a parmi eux 5 éco-ambassadeurs qui sont des élèves qui présentent notre éco-école au monde, en fait, parce que évidemment, c'est important de pouvoir exporter nos idées pour le bien de la planète, évidemment. D'accord. Et voilà, et puis donc, suite à cet éco-comité, les élèves enregistrent une web radio et puis présentent donc à toute l'école, aux parents, à toutes les classes, en fait, ce qui a été dit durant l'éco-comité. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qui va se passer, de ce qui se passe, etc. Et on a aussi un éco-club, une fois par semaine, donc c'est un club après l'école. Et donc là, ce sont d'autres élèves volontaires qui sont éco-délégués ou pas, et puis qui rejoignent notre bibliothécaire, Charlotte Cavalier. Et puis là, ils font beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Ils font du jardinage, etc. Enfin, une grainothèque, tout ça. Enfin, je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà, c'est très intéressant. Et puis, les élèves sont très heureux avec ça. Et voilà. Voilà. Et donc, on va pouvoir essayer de décliner notre présentation selon les 3 axes, à savoir la gestion des déchets, comment on gère nos déchets ici à Cousteau, comment on protège la biodiversité et comment on agit sur la communauté. Et on va commencer par la gestion des déchets. Et on a des actions, Julien, je te laisse les décrire, qui concernent les repas. Donc, par rapport au repas, si on veut, on a 2 créneaux en fait, où les parents peuvent préparer des repas pour leurs enfants. Donc, c'est les mardis et les jeudis. Donc, tous les mardis, on encourage les familles à préparer des repas sans déchets. Et ce n'est pas forcément évident. Donc, on a dû bien expliquer comment ça fonctionnait, comment faire, tout ça. Et puis, ça a bien fonctionné. Là, on a des statistiques de 2020-2021 que vous voyez là, mais on a aussi eu des bons résultats en fait, cette année. Et en gros, donc les élèves se prennent aussi au jeu. Et puis certains parents ne voulaient pas spécialement participer à ça, ce qui est tout à fait correct. Il n'y a aucun problème avec on ne force personne, d'accord, mais le fait que on a compris en fait que les élèves eux-mêmes demandaient à leurs parents de préparer des repas sans déchets. Et puis ça a vraiment bien fonctionné et on en est très fiers. Et puis, donc, bien sûr, on parle de gestion des déchets, évidemment, d'accord. Et puis, pour le jeudi, on demande aux parents de préparer des repas sans viande. Et puis, ça fonctionne bien aussi. Ça a été plus compliqué, parce qu'il a fallu expliquer la problématique, les problématiques, en fait, la consommation, ou surtout la surconsommation de la viande. Mais ça a bien fonctionné aussi. Et puis, au fil du temps, les familles ont réfléchi à différentes manières de faire des repas
sans viande. Et puis, donc, on célèbre la journée mondiale de la consommation durable. Et puis justement, en fait, c'est ce jour-là où les parents préparent aussi, d'accord, des repas sans déchets et sans viande, et donc durables, et les présentent. Donc là, les élèves présentent à la classe, aux classes ce qu'ils ont apporté. Et puis ça donne encore plus d'idées finalement à chacun. Et puis c'est important de souligner ça. Et puis c'est vrai que la journée de la mondiale de la consommation durable s'y prête bien. On a d'ailleurs reçu la visite de Jonathan Wilkinson il y a 2 ans, qui est le ministre de l'Environnement du Canada. Et puis, il a été très content, il nous a beaucoup remercié. Et puis, ça nous a permis de passer à la télévision aussi. Et si c'est important, si je vous dis ça aussi, c'est parce que le fait de passer à la télévision, d'être sous le feu des projecteurs en quelque sorte, ça nous permet d'exporter nos idées et de donner nos idées à d'autres pour le bien de la planète, évidemment. On va regarder la vidéo, mais elle sera accessible sur le PowerPoint parce qu'on a seulement 45 minutes, donc on va essayer d'avancer. Il y a aussi quelques audios au début où on a un audio avec un exemple de web radio, par exemple. Après, on partagera ça de toute façon. Ouais, après. Super, merci beaucoup. Et donc, voilà, dans notre école, on essaye évidemment de gérer les déchets du mieux qu'on peut, et surtout d'enseigner. C'est pas l'éducation ici, on essaie d'enseigner à le faire correctement. Donc, on a dans toutes les classes des bacs de tri, comme vous le voyez sur cette image. Et on fait des réunions sans déchets. On a du papier recyclé pour l'imprimante. On recycle même les cartons du papier recyclé de l'imprimante pour mettre les déchets papier dedans, en fait. Une classe fabrique du papier brouillon avec du papier déjà utilisé. Et puis, pour la gestion des déchets, excusez-moi, il y avait autre chose que je voulais dire. Bon, ça me reviendra. On a aussi un lombricomposteur. Donc, il s'agit d'un compost qui ne sent pas, en fait, et qui est à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça nous permet de composter nos déchets à l'intérieur, parce que, voilà, à Vancouver, dans notre école, on est juste à côté d'une forêt, enfin, d'une grande forêt, et dans cette grande forêt, il y a des ours. Donc, on doit s'occuper de ça, et donc on ne peut pas vraiment avoir de compost extérieur qui ne soit pas anti-ours, en tout cas. Donc, ça viendra plus tard, mais c'est une solution qu'on a trouvée entre-temps. Et puis, évidemment, les élèves apprennent à le faire, à s'en occuper, parce qu'il y a plein de techniques, en fait. Et donc, pour la protection de la biodiversité, qui est notre deuxième axe, on fait plusieurs actions. D'accord ? On a notamment eu la chance énorme de rencontrer Yann Arthus Bertrand, que je ne présente pas, qui fait beaucoup de choses par rapport à l'écologie, d'accord, mais tout le monde le connaît, il est quand même assez connu. Et puis, surtout, il a sorti son film documentaire Legacy en 2020. Et donc, c'est un film qui parle, bien sûr, de l'avenir du monde, de ce qu'on en fait, etc. Et puis, on a pu avoir une rencontre avec lui en Zoom, avec nos élèves, comme vous le voyez sur cette image, et de 45 minutes. Et on a pu lui poser des questions, il nous a expliqué plein de choses. Parce que, disons que les enfants, c'est la génération de demain, ils sont déjà là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on parle souvent de ce qui va se passer en 2100, en fait, mais certains se disent, au début des années 2000, on se disait que en 2100, on parle des gens du futur qui n'existent pas. Donc, pourquoi s'occuper de l'écologie ? Mais aujourd'hui, les enfants qu'on a, qu'on éduque, en fait, ils sont déjà là, c'est les gens du futur. Et nous, on sera là aussi, mais on n'a pas le même âge. Donc, c'est important, il faut penser à eux, il faut les écouter, ils sont l'avenir, et c'est important que, voilà, en tout cas, Yann Arthus Bertrand leur a présenté ça et leur a parlé du fait qu'il fallait protéger la vie, etc., de choisir, de faire des bons choix, en fait. Et ça a eu un impact assez important, je pense, dans notre communauté. Suite à ça, donc les élèves ont fait
une sorte de présentation musée, en quelque sorte, sur les thèmes d'un de ces films, Home, par rapport au réchauffement climatique, qui ont été présentés à la bibliothèque pendant un moment, et puis c'était très intéressant. On en a fait une vidéo aussi. Qu'on vous mettra en lien. Nos élèves ont écrit un article de journal sur le gaz carbonique et expliquant quel problème ça provoque dans notre planète par rapport au réchauffement climatique et au dérèglement climatique. Aujourd'hui, on parle plus de dérèglement climatique que de réchauffement climatique en soi. On a construit 2 jardins potagers aujourd'hui et un hôtel à insectes. Et donc ce jardin potager est vraiment utilisé. Vous parlez de l'éco-club, mais pas seulement, aussi par les élèves de primaire qui plantent soit des légumes, d'accord, des fruits, des légumes, et ça fonctionne. Et puis ils apprennent à le faire surtout. Et puis ou alors des fleurs, parce que c'est important de promouvoir, en fait, de produire des fleurs aussi, parce que on les met en lien, donc on appelle ça un jardin pollinisateur, en fait, et on le met en lien justement avec cet hôtel à insectes. Et cet hôtel à insectes, notamment, recueille des abeilles, des insectes pollinisateurs, et puis les abeilles sont en voie de disparition, d'accord. C'est un gros problème, en fait, depuis déjà, en tout cas, 10 ans, hein, que les abeilles disparaissent. Et puis, c'est important de les sauvegarder parce que sans abeilles, pas de fleurs. Donc, je ne vous explique pas la pollinisation, mais on en dépend, on mange, on se nourrit, hein, de végétaux quand même. Et puis, les animaux se nourrissent de végétaux. Enfin, je ne vous parle pas de chaîne alimentaire non plus, mais c'est très important. Sans les abeilles, il ne resterait pas grand-chose, en fait, à part le blé qui se pollinise par le vent. Mais voilà, donc vous voyez à droite sur cette image, on a creusé des trous dans du bois, et puis ces trous sont recouverts. Ça veut dire que les abeilles sauvages, hein, les abeilles sauvages se sont reproduites et ont fait des œufs à l'intérieur. Les élèves ont confectionné eux-mêmes des petites constructions par rapport aux abeilles sauvages, justement, avec du bambou qu'ils ont pu mettre chez eux, sur leur balcon, dans leur jardin, et puis participent aussi à la sauvegarde des abeilles par ce biais-là. On a une classe qui, chaque année, recueille des œufs de saumon d'un partenaire local, et qui les élève et qui étudie leur cycle de vie, et ensuite les relâche dans la rivière. Et à Vancouver, le saumon du Pacifique est local, et bien voilà, on participe à sa protection, évidemment. On a planté cette année 2 arbres, on espère en planter plus l'année prochaine, des arbres de Noël. En fait, on a demandé aux familles qui ont des arbres de Noël, bien sûr, qui ont des racines, d'accord, ça existe, de nous les donner pour pouvoir les planter. Donc, nos élèves de 3e, cette année, les ont plantés. Et donc, on plante des arbres, on participe à la production d'oxygène. Et puis, surtout, ces arbres-là sont pas détruits, en fait. Et puis, l'année prochaine, en fait, parce que finalement, il y a beaucoup d'arbres de Noël qui sont voués à être détruits, d'accord. Donc, en fait, l'année prochaine, les familles pourront venir les rechercher et puis les réutiliser, et ainsi de suite. Donc, l'année prochaine, il n'y aura pas besoin de produire de nouveau des arbres de Noël, puisque ceux-ci sont ici dans notre pépinière en soi. Donc, à l'école Cousteau, on fabrique des arbres Noël réutilisables. Voilà. Et c'est chouette. C'est super. Et maintenant, on va vous parler un peu de la communauté, comment on agit sur la communauté. Et ce qui nous a semblé important, nous, quand on a mis en place le projet d'EcoSchool, c'est que quand on vient dans une éco-école, qu'on est un enseignant qui arrive de France ou d'un établissement qui n'est pas éco-école, c'est difficile de mesurer les enjeux de nos actions et de pourquoi on les met en place. Et en fait, de la problématique du réchauffement climatique dans sa globalité. C'est pour ça que lors de nos journées de formation professionnelle, on forme aussi nos enseignants. Et puis là, donc, entre autres, parmi les actions qu'on a menées, on a fait jouer nos enseignants à un jeu qui s'appelle la fresque du climat.
Donc, on a fait intervenir une société qui s'appelle Econova au sein de notre école pour faire jouer donc, les enseignants à ce jeu qui s'appelle la fresque du climat. Je vous encourage vivement à vous renseigner sur ce qu'est la fresque du climat parce que c'est un excellent point de départ pour pouvoir mettre en place et construire des actions parce qu'on arrive à identifier assez facilement les leviers d'action qu'on a, nous, à notre échelle. Et puis, ça permet aux collègues, aux enseignants, à toute la communauté de comprendre ce qu'est le changement climatique et tout en créant des liens de cause à conséquence à partir de petites cartes que vous pouvez voir sur l'écran. Parmi les actions aussi qu'on a menées, c'est que lors des journées professionnelles, on essaie d'encourager le Bring Your Cup, c'est-à-dire qu'on achète du café pour tout le monde, mais on ne fournit pas les verres. Et donc, vous savez, ces verres Starbucks, là, ou ici au Canada, c'est Tim Hortons, qui sont en plastique. Alors, on dit, oui, mais c'est recyclable, mais enfin, ça reste que c'est un déchet qui est produit. Et donc, nous, on prend le parti de se dire, mais on va vous payer le café, mais par contre, vous emmenez votre propre tasse qui est réutilisable. Donc, on a mené cette opération plusieurs fois cette année. Et je pense que, bon, on aura le temps d'en reparler plus tard, là, mais ce serait bien qu'on puisse la prolonger à l'avenir un petit peu plus longtemps. Et puis après, on passe aussi à notre bibliothèque. Puis là, Julien, je vais te redonner encore une fois la parole pour nous présenter l'impact et comment on gère notre centre documentaire pour promouvoir la protection de l'environnement. Tout à fait. Donc, Charlotte Cavalier, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est donc elle qui s'occupe de l'éco-club, mais aussi de la bibliothécaire. C'est notre bibliothécaire qui est très, très engagée et qui fait bien les choses. Et elle présente ça bien. Elle a plein de documentation. Elle prépare, comme vous voyez ici, elle prépare des affiches. Elle a créé une grainothèque, c'est-à-dire que les élèves ou même les parents peuvent venir, les profs peuvent venir prendre des graines, les planter ou en ramener d'autres. Enfin, c'est une sorte d'échange de graines. C'était une bonne idée. Et c'est un endroit qui est chaleureux, on a envie d'y être. C'est bien fait et c'est aussi là que se passe la web radio, comme vous voyez ici en bas à droite. Et c'est là qu'on reçoit des personnes. On a ici le consul de France l'année dernière, ça fait rare, en haut à droite. Voilà. Et puis, vous pouvez voir, si on se concentre sur la photo de gauche, vous pouvez voir un élément constitutif d'une ville. La ville, elle est constituée de 3 panneaux comme celui-ci. Ça a été conçu par une classe de CE1, donc c'est une ville réutilisable, construite à partir de carton. Et puis, c'est un projet collaboratif parce que les élèves de CM2 ont travaillé sur comment rendre cette ville une ville durable, une ville idéale. Et donc, ils ont retravaillé la ville qui avait été construite par des élèves de CM1, par des élèves de CE1, pardon. Et puis, on a mis en place un partenariat avec une classe d'un collège à Amiens, en France, ainsi qu'avec le musée Museum of Vancouver, donc le musée de Vancouver. Et ces élèves-là ont en fait mis en place, avec plusieurs élèves de l'école, les CM2 notamment, mais aussi les élèves de 3e, on a mis en place une exposition dans un vrai musée, pour le coup, parce que c'est le Museum of Vancouver. Donc là, je vous ai mis une copie d'écran là, en bas à gauche de la page d'accueil du site, là, lorsque vous cliquez ville idéale, ville durable. Et cette exposition est visible. Ça veut dire que moi, j'étais un touriste lambda il y a 2 semaines de ça, et j'ai été voir la production de nos élèves dans un musée, ce qui est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc forcément, comme nous étions enseignants, nous avions un petit billet gratuit, mais je vous invite à vous y rendre si toutefois vous êtes de passage à Vancouver. Vous pourrez regarder l'exposition qui a été constituée sur ville idéale, ville durable, par les élèves de l'école Cousteau. Donc, vous avez une maquette et vous avez des vidéos qui ont été fabriquées par les élèves de 3e, ainsi que tout un tas de panneaux sur qu'est-ce que c'est la géothermie, les panneaux solaires, comment est-ce qu'on peut constituer un écoquartier, enfin, toutes ces problématiques, elles ont été abordées et elles sont donc exposées. Et puis, dans les autres actions en faveur de la communauté, Julien, tu peux nous parler de la rencontre avec Flore Vasseur, notamment? Oui, on a donc Flore Vasseur, qui est une réalisatrice de ce documentaire Bigger Than Us, qui est une activiste. Et voilà, on a une très belle rencontre avec elle aussi. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, elle a expliqué à nos élèves à quel point
ils sont importants en tant que jeunes pour l'avenir de la planète et que, disons que les personnes qui gèrent le monde aujourd'hui sont plus âgés qu'eux et puis sont éphémères en quelque sorte. Et puis il fallait vraiment écouter les enfants en soi. Voilà. Mais il y a aussi, vous pourrez écouter la partie radio ici. Ce sera plus détaillé. Alors, on nettoie des plages plusieurs fois. On nettoie des parcs. On nettoie notre propre cours de récréation une fois par semaine. Et ça fonctionne bien et personne n'est obligé de venir, mais comme vous voyez sur ces images, les gens participent, les familles participent, les enfants participent, peu importe que ce soit le samedi matin ou le vendredi après-midi, peu importe. Et c'est vraiment génial. Donc quand on dit on nettoie, évidemment, on ramasse des déchets, on les trie, tout ça, et puis on a ramassé pas mal de poids en fait, de déchets, et puis on apprend de nouveau aux élèves à trier. Et qu'est-ce que le recyclage? Par rapport aux déchets, je viens de me rappeler ce que je voulais vous dire tout à l'heure. On a été faire une conférence, on a été suivre une conférence dans un centre de recyclage à Vancouver. Donc, les élèves ont pu découvrir comment le papier est recyclé. Et puis, lors de cette conférence, il y avait le PDG de l'entreprise, mais aussi Severn Kelly Suzuki, qui était la petite fille en 92, qui était au sommet de Rio et qui a pris la parole avant Greta en 92. Et c'était un moment important, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais ça a été repris même par des groupes de musique, etc. Quoi qu'il en soit, elle était là et puis on a pu présenter ce qu'on fait et puis elle était très contente. On aimerait bien l'inviter l'année prochaine, d'ailleurs. Voilà. Par rapport à l'éco-code, donc chaque année, plutôt en fin d'année, on révise un petit peu ce qu'on a fait par rapport à l'éco-school et puis les élèves présentent ça sous forme d'un éco-code, un code de vie. Chaque année, on en fait un et puis on fait ça sous forme d'acrostiche, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis c'est inspirant. En plus, on affiche ça dans toutes les classes. Ouais. On a des activités éducatives en forêt, donc on a des élèves qui vont faire des cours en forêt. On a vraiment de la chance d'être dans un endroit tellement vert, en fait, et tellement à proximité de notre belle nature en soi. Et les élèves font du land art, donc de l'art avec du vivant et non vivant. Et c'est une fois par mois. On essaye de faire des collectes de dons, en tout cas une par année. En 2020, on a récolté $2 000, $3 000 pour la banque alimentaire. Et puis, ça a été salué par Jonathan Wilkinson, le ministre de l'Environnement du Canada. Et puis, donc, je ne vous explique pas ce que c'est une banque alimentaire. Hein. Je pense que c'est important. On a quand même beaucoup de personnes sans abri à Vancouver. Donc, c'est important. On a aussi fait des collectes de dons pour les personnes qui ont perdu leur travail. Donc, c'est des personnes saisonnières qui travaillaient à Vancouver, des personnes étrangères notamment, et qui ont perdu leur travail à cause des inondations, comme vous voyez sur cette image. Et on a pu leur donner de l'argent. Et on a aussi récolté de l'argent avec Terry Fox. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Terry Fox. Peut-être que Maxence, tu pourras en parler mieux que moi. Déjà, vous pouvez constater qu'il y a un athlète avec son maillot rouge qui court là. C'est quand même. Oui, effectivement, on a l'impression qu'on le reconnaît. Hein, ouais, c'est ça. Non, Terry Fox, c'est une immense personnalité au Canada. C'est une personne qui était atteinte d'un cancer. Il avait de mémoire 16 ou 17 ans. Il a fait une rechute et puis il s'est mis en tête que pour lever des fonds pour la lutte contre le cancer, il allait courir et traverser le Canada d'est en ouest. Malheureusement, il est décédé. Je crois qu'il a été capable de courir 6 ou 7 jours, peut-être un petit peu plus. Mais enfin, il était très loin d'atteindre son but, mais ça en a fait une légende. C'est très régulier de croiser au Canada des statues de Terry Fox. Et puis, toutes les écoles du Canada, en septembre, ont leur journée Terry Fox, lors de laquelle on fait courir les élèves. Les élèves, on les sensibilise sur qui est Terry Fox et on les sensibilise à courir pour une cause. C'est les petits stickers là, que vous pouvez voir collés sur les t-shirts où on va
cherchais à écrire je cours pour mon papa ou les malades du cancer ou les sans-abri. Enfin. Et puis associé à ça, on a une levée de fonds. Et tout ça s'est reversé à la recherche contre le cancer. Donc, on a nos actions Terrifox. Parmi, et Julien en parlait un petit peu, parmi les éléments importants pour nous, c'est qu'on rencontre aussi, on accueille des personnalités. Donc, on a accueilli Jonathan Wilkinson. Aujourd'hui, ce n'est plus le ministre de l'écologie du Canada, il a été remplacé. Mais à l'époque, il l'était, il est venu visiter notre école. On a rencontré évidemment le consul général de France qui est venu nous rendre visite, ainsi que Evelyne Renaud-Garabédian, qui est la sénatrice des Français de l'étranger. Donc, on accueille toutes ces personnalités parce qu'on se dit que ça permet de rayonner. Et typiquement, si on s'adresse à quelqu'un du Sénat et qui parle de notre école et de nos idées, ben, peut-être qu'on peut diffuser ça ailleurs. Donc, c'est tout l'intérêt que ça revêt pour nous. On a eu aussi une célébration EcoSchool. Pour la 2e année consécutive, on est membre platine grâce à toutes les actions éco-citoyennes qui ont été menées et mises en place. Et puis, on essaye… Vas-y, Julien, excuse-moi. Vas-y, pardon. On essaye de communiquer nos actions, non pas pour… L'idée de communiquer sur nos actions, elle n'est pas de se dire que on est les meilleurs et c'est génial ce qu'on fait, mais au contraire de se dire mais on veut donner un maximum d'idées aux autres, mais c'est pour ça qu'on aimerait bien aussi récupérer plein d'idées de ce qui se font dans vos écoles. J'ai cet exemple-là, Jérôme, on pourrait en reparler peut-être un peu plus tard, du Green Lab. De mémoire, c'est l'école Massignon. Je ne veux pas me tromper sur la ville, donc je ne vais pas m'engager à ça. Mais ça, je trouve que c'est une idée juste formidable. C'est-à-dire que si on pouvait tous s'inspirer de ça, ce serait juste génial. Et donc, l'idée de communiquer entre nous, au sein de la communauté éco-citoyenneté aussi, c'est de se partager toutes les idées qu'on a pour qu'on puisse tous mener des actions en faveur de l'éco-citoyenneté. J'étais en train de parler de ça, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas changé la diapo. Donc, on a des actions éco-citoyennes à venir. C'est vrai que Julien en a parlé, on aimerait ça installer un compost à l'extérieur, mais on est confronté à la problématique des ours qui sont bien présents ici à Vancouver, c'est-à-dire que, ou alors des coyotes également, mais les coyotes, c'est moins dangereux pour les enfants. Mais pour vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, on a été obligé de reconfiner tout le monde pendant la récréation parce qu'il y avait un coyote dans la cour. Donc, ce sont des choses qui sont agréables à vivre à Vancouver et qui sont assez atypiques. On aimerait ça aussi installer un mur végétal sur l'un des murs de l'établissement. Et puis la Grénothèque, c'était une action à venir qui a été mise en place par Charlotte Cavalier, qui est notre bibliothécaire documentaliste. C'est un dispositif où on encourage les élèves à emmener des graines. Et puis, en échange, on peut récupérer d'autres graines. Et c'est géré comme une petite entreprise de A à Z par les élèves. Donc, c'est très rigolo à voir fonctionner parce que chaque élève a un rôle associé au petit sachet de graines que vous allez emprunter qui est dans du papier réutilisé, et pas réutilisable, mais réutilisé. Vous avez un petit QR code sur lequel on vous explique comment vous allez pouvoir faire pousser du poivron, des melons, tout un tas de choses. Et ça, c'est construit de A à Z. La gestion des stocks de graines est gérée de A à Z par des élèves de l'école. Donc, c'est assez formidable et on en est assez fiers. Pour conclure cette présentation, il y a 2 ou 3 éléments qui nous paraissent, nous, importants. C'est que déjà, il ne faut pas voir nos actions en faveur de l'éco-citoyenneté comme… on essaie vraiment de sortir d'une position politique ou militante. On n'est pas dans ça. On est dans comment on peut faire nos actions pour protéger l'environnement et d'un point de vue éducatif. Ça, c'est important de faire la différence. Et puis, de ne pas s'engager dans du militantisme politique. Donc, on a tout le temps ça à la tête quand on essaie de communiquer auprès des familles. Et puis après, il faut voir la difficulté comme une source d'apprentissage. On vous a parlé du lombricomposteur. Je ne sais pas si vous avez vu qu'on avait rencontré un problème de mouche. C'était assez rigolo parce que le lombricomposteur était en l'occurrence dans ma classe et qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas comprises dans la gestion du lombricomposteur et on se retrouvait avec des centaines de mouches qui étaient dans la classe pendant qu'il fallait qu'on fasse cours de mathématiques ou de français. Donc, c'était assez désagréable. Et c'est venu d'un problème de gestion. Donc, plutôt que de se dire on va se débarrasser du lombricomposteur, on a appris à le gérer. Les enfants ont appris à le gérer de manière naturelle avec de l'huile essentielle de lavande, en rajoutant un peu de carbone dedans, etc. Et aujourd'hui, le lombricomposteur, il est dans l'école et ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus une seule mouche. Donc, c'est vraiment formidable. Et puis après, il va falloir s'adapter au contexte. On en revient à ce qu'on vous a expliqué par rapport au compost extérieur lié à la présence d'ours. On ne va pas y revenir.
Et puis après, il y a tout un travail éducatif au sein de notre communauté. On en revient au problème notamment de déjeuner sans viande ou sans chair animale, où les parents nous sont tombés dessus en disant « mais alors, les protéines et blablabla ». Et donc, il a fallu construire tout un tas de communication, tout un travail autour de « mais il est possible de se nourrir et d'obtenir des protéines par voie végétale et pas uniquement par voie animale ». Donc ça, c'est un travail qui est important à mener et qui nous tient à cœur. Pour conclure, on voulait vous remercier d'avoir participé à ça. C'est vrai qu'on espère qu'on a répondu à la commande. On a un peu pris ça au pied levé. On essaye toujours de conclure en se disant que Julien en a parlé, mais on parle beaucoup des générations futures, mais à un moment donné, il n'y a plus de génération future. On parle de la génération actuelle. On parle des échéances à 2050 pour réduire les gaz à effet de serre. Moi, il se trouve que j'ai eu un petit bébé là, et quand je me dis qu'en 2050, mon fils aura 28 ans, ça me fait un peu mal au cœur de me dire qu'on ne peut pas faire des choses avant 2050. Et donc, c'est pour ça qu'on doit aller de l'avant, qu'on doit essayer de former nos élèves pour que demain, on puisse vivre dans un monde qui soit un peu plus vivable, en l'occurrence, et on a une nécessité importante à écouter les enfants. Et je trouve qu'à l'école Cousteau, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a des élèves qui tous les jours arrivent avec une nouvelle idée. On a des élèves qui à la maison vont construire des abris à chauve-souris et qui reviennent à l'école en nous disant « ah, mais j'ai construit un abri à chauve-souris ». Ah ok, bon, alors comment on va faire pour le mettre en place? Et puis le lendemain, ils arrivent, ils ont une grosse bassine qu'ils ont fabriquée pour pouvoir récupérer l'eau de pluie et pouvoir arroser notre jardin. En l'occurrence, l'eau de pluie à Vancouver, on en a suffisamment. On pourrait se passer d'un réceptacle, mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que quand ça vient des enfants, il faut encourager ça. Et on continue et on va continuer à encourager les bons comportements sans rien interdire, mais d'avoir cet esprit positif d'aller vers l'avant avec nos enfants, avec nos familles. C'est un peu la philosophie qu'on a et à laquelle on tient. C'est dans nos valeurs ici à l'école. Et c'est ce qui est important pour nous. Et puis, c'est la manière dont on va clore un peu notre présentation. Maintenant, moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger, répondre à nos questions et aussi récupérer de nouvelles idées de ce que vous pouvez vous mettre en place dans vos écoles. Merci beaucoup. Merci Maxence. Merci Julien. Vraiment, on voit l'agentivité de vos élèves. On voit la communauté qui s'est créée autour de toutes vos actions. Les parents, l'implication des parents, des familles, de la communauté entière. Donc, c'est ce que vous dites, apporter sa pierre à l'édifice. Chacun l'apporte et c'est un vrai plaisir de vous écouter encore et encore. Alors, ouvrez mon J'avais une micro. question traînée de Sophie. Je peux répondre tout de suite peut-être sur les cartes gratuites. Je pense que tu fais référence à la fresque du climat, c'est ça? Parce qu'effectivement, les cartes, elles sont accessibles gratuitement, mais il y a quand même une formation à suivre pour pouvoir l'animer correctement. Et pour avoir fait moi-même la formation d'animateur de la fresque du climat, ça reste que c'est difficile à animer si on n'a pas été formé. Ça ne dure pas très longtemps, mais il y a 2-3 concepts à bien ancrer, bien comprendre pour pouvoir la réaliser correctement. Sinon, on perd vraiment en qualité. Donc, effectivement, les cartes, elles sont accessibles gratuitement, mais je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de quelqu'un qui a été formé pour l'animer. Oui, c'est Sophie qui parle là. Du coup, Ouais. c'est vrai que ma collègue avait déjà eu une formation en France, donc on a pu la réutiliser avec les élèves. Voilà, je ne peux pas dire plus que ça par rapport à effectivement l'économie d'une formation. Je pense que ce n'est pas possible. Oui, puis il y a des concepts qui sont quand même… le forçage radiatif, le concept du forçage radiatif, par exemple, si on n'a pas été un petit peu formé à ça, c'est compliqué de le transmettre. Et donc, je ne connais pas. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des petits… il y a des petites cartes qui sont un peu complexes, mais qui déclenchent tout un tas de choses derrière. Et la formation, en fait, elle cible 3 ou 4 cartes du jeu. Mais c'est vrai que si on fait l'économie de ça, on perd nettement en qualité. Excuse-moi, je peux encore parler? Vas-y, Sophie, vas-y. Oui, vraiment, enfin moi, je n'ai pas reçu la formation. Ma collègue avait reçu la formation. Donc, je l'ai utilisée avec elle, avec des élèves de 6e et 5e. Voilà, je ne peux pas dire qu'il faut se passer de formation, ce n'est pas du tout ça. Je pense vraiment que si vous avez la possibilité de faire la formation, vraiment de vous former à ça, c'est un super support pour un démarrage de sensibilisation. Vraiment, c'est
C'est un jeu collaboratif qui vraiment entraîne et va loin dans les cheminements, mais on peut en utiliser peut-être qu'une partie au départ. Enfin, je pense que ça peut se découper aussi en différentes parties. Vraiment, c'est un super, super outil. Voilà, c'est tout. On est d'accord. C'est quelque chose qu'on a dans l'idée de proposer lors de notre semaine au mois de novembre de l'éco-citoyenneté. Et c'est tombe bien que tu sois formé, Maxence, comme animateur. On en reparlera. On en reparlera plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions ou interventions comme l'a fait Sophie? Joël, de la formation. Voilà, Joël nous pose la question. Alors, en fait, ils appellent ça le parcours du fresqueur. Il faut jouer une fois. Donc, il y a tout un tas de possibilités différentes pour jouer. Vous pouvez, si vous allez sur le site de la Fresque du Climat, vous allez retrouver tout un tas d'ateliers qui sont ouverts. Parfois, il y a un coût financier, parfois, c'est offert gratuitement. Il y a tout un tas de sociétés qui offrent ça. Nous, en l'occurrence, on est passé par Econova, qui est une société tierce qui nous a fait jouer à la Fresque du Climat. Donc, dans le parcours du fresqueur, il faut au moins jouer une fois, faire une fresque, en fait, avec une équipe. Et puis après ça, on peut prétendre à la formation. Donc, la formation, elle se fait en ligne. C'est une trentaine d'euros et ça dure entre 3 et 4 heures. Donc, soit c'est un bloc de 3 heures, soit c'est 2 heures et 2 heures. Et puis après ça, on peut se lancer et animer nous-mêmes des fresques. Donc, c'est intéressant. Et puis, l'autre aspect positif, Sophie, donc on a aussi vraiment tout l'aspect scientifique à ça, mais c'est aussi tout le team building qu'il peut y avoir autour de ça, c'est-à-dire qu'on est en groupe, on est en équipe et il faut collaborer. On fait appel à l'intelligence collective pour construire cette fresque et débattre des solutions ou des problématiques. Et ça, c'est vraiment un autre aspect qui est très positif là-dedans, c'est l'aspect team building de ça en début d'année scolaire. C'est vraiment chouette à faire, quoi.